Live Zone. Live Zone. L'émission totalement libre. Axon Radio. Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Live Zone sera consacré à un livre, ce livre s'appelle « Il faut me croire maman ». L'auteur c'est Nathalie Mazzotti et je suis très heureux de la recevoir sur l'antenne aujourd'hui. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Bonjour, écoutez, ça va, bon. ça fait, on fait aller. Bon. Alors Nathalie, le 23 juillet 2012, Sébastien est victime d'un accident mortel au guidon de sa moto. Aucun témoin n'est entendu et l'affaire sera donc classée. Il sera considéré comme étant le seul responsable de l'accident. Votre fils vous donnera la détermination de vous battre pour rétablir la vérité. Il vous dira « Il faut laver mon honneur ». C'est le premier message que vous recevrez de votre fils Sébastien en consultation avec un médium. Vous racontez dans ce livre comment votre fils a insisté pour vous pousser à refaire l'enquête, à croire en l'au-delà et à aider les autres en créant une association qui porte son nom. L'association s'appelle Elle et Sébastien. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler de Sébastien ? Est-ce que vous pouvez nous présenter Sébastien ? Quel genre de jeune homme était-il ? Oui, alors, mais Sébastien, ça a toujours été un petit garçon sage, un peu boudeur, un peu rêveur. Et super doué en dessin d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que c'est pas un truc important, mais je sais qu'il était très doué en dessin. Et moi je l'appelais Géo trouve tout parce qu'il était toujours en train d'inventer des choses. Ouais. Bref, il était assez calme, assez timide, un peu introverti. Et par contre, il était très 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 branché au-delà. C'est-à-dire que il regardait les films genre Sixième Sens, Au-delà de nos vies, enfin des choses comme ça. Et il regardait des vidéos où on voyait des entités, vous savez, les émissions sur la télé où on parle de paranormal. Et moi, j'étais pas du tout intéressée par le sujet. Et d'ailleurs, ça me faisait très très peur. Et à chaque fois qu'il me parlait de regarde maman, la vidéo là, tu vois la forme qui se déplace. Je disais mais arrête avec ça, tu me fais peur. Et donc il se taisait. Et donc je pense que maintenant avec le recul, je pense que lui sentait des choses que moi je refusais. Et que quelque part avec toutes ces histoires et toutes ces choses qu'il m'a dites, il m'avait préparé un peu avant à son départ. Je pense ça maintenant. Alors, au début j'ai pas pensé, j'ai pas analysé tout. Mais je pense ça. Et ce bouquin, je l'ai appelé « Il faut me croire maman » parce que à chaque fois, il se mettait en colère quand il ressentait des choses. Il voyait des choses et il me disait « Mais tu me crois pas, il faut me croire ». Et à chaque fois, il me disait ça. Et moi, je lui disais que non. Pour moi, un médium, alors je l'ai dit souvent depuis, comme vous l'avez dit, j'ai créé une association où je reçois des médiums. Mais aux médiums, je leur dis toujours... Au début, pour moi, un médium, ce n'était rien d'autre qu'un charlatan à qui on allait donner de l'argent et qui allait nous faire croire des trucs, histoire de nous rassurer un peu. Et en fait, c'était quelqu'un pour moi, c'était ma conviction, c'était que cette personne allait profiter du malheur des gens et de la faiblesse des gens pour se faire des sous. Et donc, moi, je partais de là, vraiment de si bas. Je partais d'aussi bas que ça. Et quand Sébastien est mort, oui, c'est passé énormément de choses qui m'ont fait changer d'avis, bien sûr. Est-ce que vous pensez que votre fils, en fait, faisait des rêves prémonitoires et il vous en parlait comme ça, librement ? Ouais, c'est sûr même, c'est sûr. Il y en a un que je raconte dans le livre, qui était... celui-là, c'est celui qui m'a troublé le plus. C'est parce que, il était routier, lui, il était chauffeur routier, Sébastien. Et il était très jeune, il a commencé à 19 ans, chauffeur routier, il avait passé en titre pro. Et donc ça faisait 4 ans qu'il faisait ce métier-là, et il était motard aussi, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'il est mort. Mais il m'avait dit, j'ai rêvé un truc, c'était horrible, j'ai dépassé un tracteur, et j'avais pas regardé derrière, et il y avait un motard qui arrivait, et paf, il s'est tapé dans mon camion, donc je me suis arrêtée. J'ai vu qu'il était mort, j'ai soulevé sa visière et c'était moi. Et ça, c'était le truc... j'ai eu cette image-là quand on m'a annoncé qu'il était mort. Oui. J'ai dit, mince, c'est comme ça qu'il est mort. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, j'ai eu cette image, je me suis dit, il le savait.
Et enfin, il n'était pas conscient que c'est comme ça qu'il allait mourir. Mais n'empêche qu'il avait vu sa mort. Mais c'est sûr qu'il était conscient, pardon, je vous ai coupé. C'est sûr qu'il était conscient qu'il allait mourir jeune. Il n'était pas du tout suicidaire, hein. Il était très joyeux, il avait plein de copains, il faisait des fiestas et tout. Ouais. Mais à chaque fois, il avait tout prévu, quoi. Il savait qu'il voulait une crémation, il savait que sa chienne, si jamais il lui arrivait quelque chose, il voulait qu'elle aille chez mamie, enfin, chez ma maman. Enfin, il avait tout prévu, tout programmé, comme si vraiment il savait qu'il pouvait mourir là demain matin. Il savait. Et est-ce que du coup, le fait de formaliser ça, il vous le disait à vous directement quand il faisait ce genre de rêve, il vous en parlait, est-ce que vous pensez que c'était une façon pour lui de vous préparer à tout ça? Je pense. Mais déjà, maintenant, je suis convaincue que c'est lui qui m'a préparée physiquement, mais que j'ai été préparée beaucoup plus tôt. Et parce que depuis qu'il est petit, c'est pour lui que je m'inquiète. Oui. Que je m'inquiétais, du moins, parce que voilà, maintenant je m'inquiète plus, je sais qu'il est très bien. Mais dès quand ils étaient partis tous les deux, si j'entendais, donc il a un grand frère, si j'entendais les pompiers, j'avais peur pour lui. Alors que c'est pas une question de préférence du tout, parce que mon grand, mon Dieu, c'est mon pilier. Mais je savais que le grand, il était quelque part, il lui arriverait rien. Et le petit, j'avais toujours peur. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le deuxième? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Le grand avait été malade quand il était petit, mais je savais qu'il n'allait pas mourir. Alors que Sébastien, non, j'ai vraiment toujours senti qu'il n'allait pas... Alors, peut-être que c'est aussi inconsciemment, c'est parce que comme il m'en parlait tout le temps, il m'avait peut-être un petit peu foutu la trouille avec ça, mais même quand il était plus petit, j'avais peur pour lui, tout le temps. Alors le côté plus fragile, peut-être plus fragile, plus sensible, on va dire. Lui, il était sensible, son frère, il était plus dur. Lui, il était plus introverti. Son frère, c'était le clown. Alors donc voilà. Non, mais voilà, j'avais les deux caractères complètement différents et tellement complémentaires que moi, je me voyais pas ni sans l'un ni sans l'autre. Et souvent, je me pose la question maintenant. Je me dis. Est-ce que si c'était arrivé à son frère, est-ce que lui, il aurait tenu le coup? Parce que là, son frère, il a fait le grand. Il a fait son rôle de grand frère. C'est-à-dire qu'il a continué de s'occuper de moi, de s'occuper de tout le monde, quoi. En fait, il m'a relevé, son grand frère. Est-ce que Sébastien, il aurait eu cette force? Je ne sais pas. Il a eu cette force de me faire me battre. Oui. Mais sur Terre, comme ça, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Bon, après, on n'a pas la question à se poser parce que je pense quelque part que c'était aujourd'hui, enfin, c'était ce jour-là et moi, j'en suis convaincue. C'était pour ce jour-là. Vous nous avez expliqué que Sébastien donc s'intéressait aux phénomènes paranormaux, à l'ufologie certainement. Bon, c'est des sujets particuliers que les jeunes de son âge peuvent être amenés à être intéressés par ce genre de sujet-là. Par contre, il y a quelque chose qui caractérise bien Sébastien, c'est quand même quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice. Ah oui, c'est ça, ouais. Faut dire que moi, je les avais élevés toutes seules, hein. J'avais été ce qu'on appelle famille monoparentale, divorcée de leurs parents, de leur papa très tôt. Et je leur avais appris à respecter les gens, à assumer les erreurs, ça c'était sûr. Et le fait que je leur disais, si vous faites une bêtise, j'en ai fait. Donc, puis on n'avait pas grand-chose de différence. Le grand, je l'avais eu à 19 ans et le petit à 22 ans. Donc, je veux dire, j'avais pas un écart tellement important que je me souvenais plus comment j'étais moi. Donc, ce que je voulais absolument, c'est s'ils faisaient une erreur, c'était ne pas l'apprendre par quelqu'un d'autre. Il fallait que ce soit eux qui me le disent. Donc, j'ai peut-être pas tout su, évidemment, mais j'ai su quand même beaucoup de choses parce qu'ils préféraient avouer leurs bêtises que le fait de l'apprendre par le voisin. C'était, pour moi, ça aurait bardé, quoi. Et donc, ils me craignaient parce qu'ils me respectaient, hein, pas parce que j'étais ni violente ni rien avec eux, mais il fallait m'expliquer. J'étais capable de comprendre plein de choses, mais il fallait pas me mentir. Et lui, il était pareil. C'était que, en fait, il pouvait pas comprendre que quelqu'un soit
soit pas puni pour une erreur qu'il avait faite. Et puis, il pouvait même pas comprendre que ce quelqu'un n'avoue pas sa faute. Parce que ça, et justement, c'est ce que je marque dans le livre, c'est que il était certainement aussi très en colère que ce monsieur qui a fait une erreur de conduite et qui a provoqué sa mort n'a pas assumé cette erreur. Ça, c'était le truc, je pense que ça a dû le foutre dans une colère noire. Vous avez appris donc la mort de Sébastien dans un contexte très particulier. Vous pouvez nous en parler ? Oui, parce que je pense que je l'ai su avant qu'il meure. Alors ça, c'est bien. Alors je dis ça maintenant, mais j'aurais entendu quelqu'un raconter ça, j'aurais dit, celle-là, elle est allumée. Mais en fait, non, mais je peux en rire un peu maintenant parce que j'ai passé tellement de caps que je sais très bien que j'étais préparée. Et ce jour-là, en fait, le truc dramatique, c'est que 5 semaines après, on faisait le mariage de mon grand. De votre autre fils, oui. De Nicolas, donc de son grand frère. Et 5 semaines après le 23 juillet, donc c'était le 1er septembre normalement, on devait faire le mariage. Et donc moi, je m'occupais plus des préparatifs du mariage du grand que du petit. Sauf que ce jour-là, lui, il reprenait le travail et parce qu'il avait été en vacances. Bon. Et donc c'était le jour de sa rentrée. Et le matin, moi, je fais 1 heure de route. Alors avec Bluetooth, je l'appelais dans son camion et tous les matins, on s'appelait à 7h30. C'était tous les jours, 7h30, on s'appelait. Et ce matin-là, je l'ai appelé comme tous les jours de travail. Et il était un peu ronchon. Il me dit non, ça va pas trop, ça me disait pas de reprendre. Je lui dis c'est normal, tu viens de reprendre le boulot après les vacances, ça fait ça à tout le monde, tu sais. Ouais, mais bon, je sais pas si je vais continuer ce métier-là longtemps. Tu vois, je me pose des questions. Je suis pas venue à... Oh, il dit, il y a juste un truc qui m'a fait plaisir ce matin. C'est que sur la route, j'étais tout seul et je me suis fait plaisir. Bon, alors je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais j'ai pas compris de quoi il parlait. En fait, il parlait de son trajet à moto pour aller rejoindre son camion. Et moi, j'ai cru qu'il me parlait en camion. Donc, j'ai pas analysé l'histoire. Et comme il n'était pas trop d'attaque, d'habitude, on s'appelait qu'une fois par jour. C'était déjà bien pour un fils et sa mère. Mais là, à 10h, je l'ai rappelé. Et puis après, je l'ai rappelé à midi. Puis après, je l'ai rappelé à 14h. Et puis après, à 17h, j'ai rejoint ma belle-fille, donc celle qui est devenue ma belle-fille depuis, celle qui allait se marier avec Nicolas. Et puis, on devait aller acheter des dragées. Et j'ai dit à Mathilde, donc ma belle-fille, j'ai dit, écoute, attends, je vais rappeler Seb. Et elle me dit, encore tu l'as déjà appelé 3 fois aujourd'hui. J'ai dit, oui, même 4, mais je vais le rappeler une 5e fois. Donc, je l'ai rappelé. Et là, il m'a dit, tiens, je viens de rentrer au dépôt. Donc, avec son camion, il avait déposé son camion, ça voulait dire. Je vais y aller parce que, tu vois, il faut que j'aille faire des courses. Il y a les parents à ma chérie qui viennent manger. Bon. Et puis, ça allait mieux, lui. Enfin, moralement, il avait l'air d'avoir passé une journée à peu près bien. Donc, j'ai raccroché un peu rassurée. Puis, il m'a dit à Tal, parce qu'il me disait toujours à Tal. Et il m'a dit à Tal, et puis il m'a raccroché. Et je suis rentrée dans le magasin. Et puis, mais je vous jure, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je devais faire. Et j'ai dit à Mathilde, il faut que je rappelle Seb. Non, mais elle dit, ça devient maladif quand même. Mais enfin, il faut dire, Mathilde et moi, c'est vraiment fusionnel. Hein. On est vraiment, c'est comme ma fille. Donc, elle me disait ce qu'elle pensait. Elle me dit, mais tu vas pas l'embêter quand même toutes les 5 minutes. J'ai dit, mais je sais pas, je sens, il y a quelque chose qui va se passer. Mais elle du coup, elle comprenait. Elle était maman, de ma petite fille qui avait 1 an et demi. Donc, elle comprenait qu'il y avait un truc. Si moi je disais ça, c'était, habituellement, j'étais pas très mère poule, très inquiète comme ça, non. C'était pas mon truc. Et je suis sortie du magasin, j'ai essayé de le rappeler. Et j'y arrivais pas, ça sonnait plus. Ça tombait directement sur le répondeur. Donc je suis rentrée dans le magasin, j'ai dit à Mathilde, écoute Mathilde, je rentre. J'avais mon heure de route, donc puisque là j'étais sur mon lieu de travail. J'ai dit écoute, je rentre parce que ça va pas, faut que j'essaye de rappeler Seb. On ira faire les dragées plus tard. Oui, écoute, je vais continuer un petit peu. Elle a repris ma petite, parce qu'elle était restée un peu avec moi dans les rayons pendant ce temps-là. Et elle me dit, si tu peux juste, tu t'arrêtes dans tel magasin pour aller chercher des sachets. Oui, je dis oui, allez. Et je m'arrête dans le magasin. Je suis descendue de ma voiture, je suis rentrée dans le magasin. Et vous savez, j'ai fait tout de suite demi-tour et je suis ressortie par la voie
la caisse sans achat. Mhm. J'ai pas pu, je ne rentrais plus, je pouvais plus, il fallait que je rappelle Seb. Et j'ai rappelé 7 fois, 8 fois. J'y arrivais plus à le joindre du tout. Et là, ça faisait déjà 20 minutes, puis une demi-heure, et puis 3/4 d'heure, et puis tout le long de ma route. Et au bout de 3/4 d'heure, j'ai commencé à rappeler son frère. J'ai dit, écoute Nico, j'arrive pas à joindre ton frère. Alors il me dit, attends, il est peut-être chez un copain, non, il fallait qu'il aille faire ses courses. Ben non, t'inquiète pas, oh, je sais, il a peut-être son téléphone qui capte pas. Puis lui, il a senti le drame du truc. Mhm. Et il m'a dit, pourquoi t'as peur de quoi? Et je lui dis, je sais pas. Je sais pas, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Et j'ai rappelé sa petite copine. Et elle me dit, ça fait une demi-heure que j'essaye de l'appeler aussi. Parce que donc, de son dépôt à chez lui, c'était à peu près 30 minutes. Et là, ça faisait 3/4 d'heure. Donc elle voulait savoir à quelle heure il revenait, tout ça. Et puis 1 heure. Et puis elle me dit, je lui dis, mais tu sais, tu vas aller faire des courses, Julie. Et elle me dit, mais il peut pas aller faire des courses, il est en moto. Et là, tout de suite, j'ai compris. J'ai dit, ça y est. Et je lui ai dit, il est tombé. Je lui ai dit, alors elle a commencé à crier en me disant, comment tu sais? J'ai dit, non, j'ai dit, je suppose qu'il est arrivé quelque chose. Il est peut-être en panne, ça capte pas. Enfin bon, j'essayais de rassurer un peu la petite en même temps que j'essayais de me rassurer moi-même. Et puis, j'ai rappelé Nicolas, je lui ai dit, il me dit, écoute, je sais pas, alors il fait des hypothèses et tout, et d'un seul coup, ça sonne en double appel sur son téléphone à lui. Il me dit, tiens, je raccroche chez Mathilde, peut-être qu'il est chez nous. Bon. Et là, j'étais rentrée chez nous. Donc, je me suis mise dans sa chambre, à Sébastien, et je pleurais déjà. Je savais, donc je pleurais. Et il a repris le téléphone et il m'a dit, j'ai plus de frère, j'ai plus de frère. Mais c'était horrible comment il hurlait Et moi, j'ai fait un espèce de déni pendant 30 secondes. Mhm. C'est-à-dire que comme je m'étais persuadée que le téléphone était foutu, je me suis dit, j'ai dit, on va en racheter un. Il me dit, mais de quoi tu me parles? C'est Sébastien, il a eu un accident, les gendarmes, ils viennent d'appeler chez nous. Donc ma belle-fille était rentrée chez elle, du coup, après le magasin, et ils ont réussi, puisqu'il a le même nom que son frère, à appeler sur son fixe. Et je lui ai dit, mais il est pas mort. Il n'osait pas me répondre. Il savait, lui, mais il pouvait pas me le dire, il n'y arrivait plus. Donc j'ai rappelé ma belle-fille et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, Sébastien, il a eu un accident. Je lui ai reposé la question, mais il est pas mort. Et là, la petite, c'était sa meilleure amie. Et c'était aussi comme ça qu'elle avait connu mon grand. Et elle m'a dit, je crois que si. Et le je crois que si, je vous jure, il me ferait encore pleurer en ce moment, parce que cette petite-là, maintenant que, moi, si un jour vous la connaissez ou si vous la rencontrez, c'est la douceur incarnée, cette fille. Et le je crois que si, elle l'a sortie de je ne sais où, parce qu'elle a été obligée de me le dire, en fait. Oui. Mais elle n'y arrivait plus. Et bon, alors après, je sais que j'ai crié, j'ai hurlé, je me suis tombée dans les bras de mon mari, enfin bon. Oui, et c'était le truc dramatique. Mais donc, depuis le matin, le mal-être que j'ai vécu depuis ce matin, je peux pas l'expliquer, mais n'empêche que j'ai senti tout ça. C'est compliqué ce que vous avez vécu. C'est vrai que c'est difficile à expliquer dans le sens où on ne sait pas si c'est l'instinct maternel ou le lien qu'il y avait entre... Oui. Sur le coup, c'est ce que j'ai pensé, parce que moi, je croyais pas du tout en la médiumnité, que à ce moment-là, quand on m'a annoncé qu'il était mort, j'étais à milieu de repenser que lui, il était passionné par l'au-delà. Enfin, c'est pas des trucs auxquels on pense. Ah oui, bien sûr. Et moi, je me suis dit, je l'ai ressenti parce que entre nous trois, Nico, moi et lui, c'était tellement fusionnel que forcément, on nous en retirait un. Donc, lui, Nico, il m'a dit qu'il avait eu peur à partir du moment où moi je l'ai appelé, mais lui, il a rien senti. Donc, c'est peut-être l'instinct maternel. Ouais. L'instinct maternel, oui. C'est vrai que ce qui est troublant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que la journée a avancé, vous avez eu cette sensation de mal-être qui s'est accentuée. Donc, le besoin que vous aviez d'appeler votre fils a augmenté au fur et à mesure. C'est quand même vraiment troublant. Vraiment troublant. Par la suite, donc, évidemment, Sébastien décède. Un petit peu plus tard, Mais si je peux me permettre, un truc qui est super troublant aussi et que maintenant j'ai analysé qu'il était avec moi ce jour-là, c'est que après sa mort, c'est que quand on voit, si vous voyez dans un film que quelqu'un annonce la mort de quelqu'un, je veux le voir. Oui. La première idée, ça aurait été je veux le voir.
Et moi, à aucun moment, je me suis même pas demandé où était son corps, en fait. Ouais. Parce que je le sentais là. Mmh. Mais c'était que je voulais voir Nico. Je disais partout, je veux voir Nico, parce que je sentais que Sébastien, lui, ça allait. Et il était à côté de moi. Mais maintenant, je peux le dire là. Oui. Le jour J, j'aurais pas pu le dire. Oui. Mais j'en suis sûre que je sentais que lui, il souffrait pas et qu'il était bien. Et que Nicolas, lui, était mal. Et donc, j'ai voulu aller voir Nico tout de suite. Oui. Oui. Mais c'est troublant. Et j'en ai parlé justement à un monsieur des pompes funèbres que j'ai rencontré après. Ce qui est troublant, c'est que jamais, à aucun moment, j'ai même pas demandé où il était, à quel institut il était emmené. Je savais que comme c'était un accident de la route, ils allaient faire des analyses, forcément. Mais jamais j'ai demandé où il était. Jamais. Enfin, ce jour-là, j'ai demandé après. Quand je me suis un petit peu remise de mes émotions, j'ai pu chercher à analyser. Mais là, sur le coup, moi, c'était il est mort. Et alors, tout de suite, j'ai tout de suite compris. Je veux dire, j'ai jamais dit parti. J'ai dit il est mort. Parce que parti, ça impose qu'on revient. Oui. Moi, c'était mort. Il était mort. Et ça, je savais très bien ce que ça voulait dire. J'ai même pas, j'ai pas lutté contre ça, à part mon petit déni de 30 secondes du début, du choc, mais après, non. Parce qu'il faut bien préciser que à ce moment-là, les sujets comme la vie après la mort, la survivance, c'est des sujets pour lesquels vous n'avez jamais été intéressé par ces sujets. Enfin, vous n'avez pas eu gamine, j'ai dû faire comme tous les ados de mon âge, 13 ans. Avec ma sœur, on faisait, on se faisait style qu'on avait quelqu'un dans notre chambre, ou on faisait les bouchards, des choses que maintenant, je suis sûre qu'il faut pas le faire. Mais enfin. Donc, on a eu notre petite période un peu comme vous dites, comme Sébastien, il a dû avoir ça et ça m'inquiétait pas plus que ça quand il avait 15 ans. C'est après, quand t'as 23 ans, un gamin, il est toujours aussi passionné par la communauté, par l'au-delà et tout, là, c'est impressionnant. Mais sinon, non, j'ai perdu un ami, j'ai été confrontée à la mort. Mais jamais j'avais éprouvé le besoin d'aller entrer en contact avec parce que je ne pensais pas que c'était possible déjà. Alors justement, vous parlez de rentrer en contact avec. Comment s'est passé, donc plus tard, après les funérailles, comment s'est passé le premier contact post-mortem, le premier message que vous avez reçu de Sébastien, ça s'est passé comment? Vous voulez dire avec un médium? Avec un médium, oui. Ouais, oui, parce que après coup, on se dit que quand on est sous le choc comme ça, on voit pas, mais il y a beaucoup de signes. Ouais. Il y a beaucoup de signes qu'il a dû me balancer, mais que j'ai pas voulu écouter. Alors le souci, c'est quand on perd quelqu'un d'aussi proche, et ça, tous ceux qui ont perdu quelqu'un vont comprendre ce que je dis, c'est qu'on a peur, hein, parce que j'aurais bien voulu moi y croire à tout ça. Mais je me disais ici un jour, on me dit, et ça, tout ça, tu sais, c'est pas vrai, ça n'existe pas, hein, l'au-delà, ça n'existe pas, tu peux pas communiquer, tout ça, c'est des conneries, entre guillemets. Eh ben, j'avais l'impression que j'allais le reperdre une deuxième fois, donc j'osais pas. Ouais. J'ai pas voulu ça. Et puis, après, j'ai tenu le coup, on va dire comme ça, j'ai tenu le coup. Il est mort le 23 juillet jusqu'à son anniversaire, le 11 octobre. Et puis le jour de son anniversaire, j'étais au boulot. Bêtement, j'aurais dû prendre un jour de congé, remarquez bien, mais j'étais au boulot et puis ça s'est super mal passé, j'étais pas bien et tout. Puis je suis allée voir le médecin et là, enfin, j'ai décidé à m'arrêter un peu de travailler. Et donc, pendant que j'étais chez moi, j'avais plus le temps de penser, on va dire, et je repensais à tout ce qui se passait, à tout ce qui s'était passé, etc. Et un jour, j'étais vraiment mal parce que alors là, c'est une petite parenthèse, mais il n'y a pas une maman qui a perdu un gamin qui peut pas dire qu'elle avait eu envie de partir aussi. Oui. Donc j'étais très mal et j'avais vraiment qu'une envie, c'était d'aller rejoindre Sébastien. J'en avais assez d'être tiraillée entre rester avec Nico pour lui pas lui faire de mal à lui ou me faire du mal à moi en restant. Voilà, j'en étais là. Et j'ai eu un appel de ma mère, je crois, le premier. Enfin, j'ai eu 4 appels le jour J, le jour où je vous parle là,
qui m'ont parlé de médiumnité. Alors ma mère, au début, en me disant, alors elle, pareil, elle était comme moi, très cartésienne. Elle me dit, tu crois que dans Ghost, là, tu sais, on arrive à parler avec les défunts. Tu crois que ça n'existe pas, ça? Parce que on pourrait peut-être essayer de parler avec Sébastien. Bon, alors moi, je lui dis, ah, mais tu vas pas t'y mettre, ça va pas. Le premier moment, je la rembarre un peu. Ouais. Le deuxième, c'était donc mon mari et moi, on a chacun 2 enfants, donc famille recomposée. Donc c'était le fils de mon mari qui est très très proche de moi aussi, Mika. Il m'appelle et dit Nathalie, tu crois qu'on pourrait pas alors lui, sa référence c'était Ghost Whisperer. Donc d'accord. On était avec nos trucs. Alors il dit, tu crois pas que comme Seb, lui, il y croyait à tout ça. Tu crois pas qu'il pourrait essayer de nous parler? Je suis sûre, si tu vas avoir un médium, il va te parler. Oh, mais Mika, qu'est-ce que vous avez? Ça fait déjà 2. Après, j'ai une copine à moi qui, alors, par contre, elle, contre tout ce qui était voyant, médium et tout, on en avait déjà parlé un jour, comme ça, et elle m'avait retoqué tout de suite. Et elle me dit, oh, mais tu sais, je crois j'ai bien réfléchi, il faudrait que tu ailles voir un médium. Bon. Et le 4e, c'est mon mari qui me dit, bah écoute, pourquoi tu n'irais pas voir un médium? Parce que lui, par contre, il a perdu son frère, son père, et il était très ouvert. Mais il m'en parlait pas parce qu'il savait que moi, j'étais réfractaire à tout ça. Et il me dit, mais tu sais, c'est comme d'aller voir un psy. Il dit, voilà, si ça te fait du bien. Et puis il dit, en plus, si elle te dit des bêtises sur Sébastien, tu vas le savoir, hein, parce que c'est ton fils quand même. Et là, ça a été le choc, quoi. J'ai dit, mais oui, il a raison, parce qu'on va pas me raconter n'importe quoi, puisque mon gamin, je le connais par cœur. Et c'est là que j'ai pris la décision de téléphoner à un médium. Alors, j'ai pas fait tout de suite, hein. Je me suis renseignée sur Internet, j'ai été voir, j'ai regardé, il y avait des associations. Et je suis rentrée en contact avec une présidente d'association de Rambouillet, qui s'appelle Francine, que je salue d'ailleurs, et qui a perdu son fils Rémi, et l'association s'appelle donc Association Rémi. Et elle me dit, elle me parle, elle me raconte un peu l'accident de Rémi, etc. Puis elle me dit, bah tu sais, si tu veux, elle me dit, il y a une médium qui vient bientôt, là, à Rambouillet, si tu veux venir la voir. Donc je suis allée la voir en conférence, j'ai pas eu de message, je le raconte dans le livre, enfin je pensais ne pas avoir eu de message. Puis je suis rentrée, mais effondrée, en disant, ben c'est des conneries, tu vois, je t'avais dit que c'était des conneries, je dis à mon mari, ça n'existe pas, ça. Bon, et puis je vais me coucher et là je vois la tête, je vous jure que c'est vrai, je la vois la tête de Sébastien qui arrive sur moi dans mon demi-sommeil que je commençais à m'endormir et il m'a dit, mais t'as rien compris. Mais c'était la première fois que je voyais mon gamin en colère. D'accord. Et je me suis réveillée, enfin je sais pas si j'étais endormie ou moitié endormie. Oui, vous étiez entre deux, enfin vous étiez sur le point de vous endormir. Vous savez ce qu'on dit un peu dans les vapes. Ouais. Et puis j'avais tellement pleuré aussi que je pouvais même plus ouvrir les yeux. Enfin bref. Et donc je me suis dit, merde, si ça se trouve, il faut que j'aille voir. Alors mon mari me dit, tu sais, peut-être que il voudrait lui un contact tout seul, peut-être qu'en salle ça lui convient pas. Tu sais, il était un peu timide, ça, machin. Et donc peut-être une semaine après, cette fameuse Francine a un gros coup de grisou, un gros coup de mou. Et elle marque sur sa page Facebook, adieu mes amis, je vais rejoindre Rémi. Et donc moi j'essaye de l'appeler, je dis maintenant Francine, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai commencé à m'attacher à quelqu'un, quoi, on va dire. Et ça répond pas. Et je revois chose, vous savez, quand ça répond pas, ça me fait peur, etc. Et j'appelle, je vois sur ses amis Marie-Laure Perron, médium. Et je dis, bah elle est médium, donc elle doit intervenir pour la sauce, donc je vais l'appeler. Et je lui envoie un message, je n'ose pas l'appeler, je lui envoie un message, elle me répond que oui, effectivement, Francine, elle a eu un gros coup de mou, on va dire. Elle était à l'hôpital, hein, quand même, et ça allait pas, mais bon, voilà, elle avait craqué, quoi. Oui. Et rassurée sur Francine, je lui dis, est-ce que vous pensez que Sébastien est mort en juillet? Est-ce que vous pensez que là, on est en décembre? Donc ça, c'était décembre après. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour avoir un contact? Et elle me répond, non, on peut toujours essayer. Et elle me dit, vous m'envoyez la photo, vous m'envoyez une enveloppe timbrée pour que je vous renvoie la photo et un chèque de 60 €, c'était. Oui. Je ris parce que à ce moment-là, j'ai pensé, argent, ça y est, c'est encore une arnaque. C'est encore une escroquerie. J'ai dit encore, je ne m'étais pas fait arnaquer, mais j'avais entendu tellement de gens qui s'étaient fait arnaquer que je me suis dit, c'est de la connerie, c'est 60 €. Vous aviez des préjugés sur les personnes qui... Moi, comme beaucoup de personnes.
Alors que maintenant, je suis consciente que c'est son métier, donc il fallait bien qu'elle se fasse rémunérer. Oui, bien C'était sûr. logique, ça. Mais à l'époque, quand elle m'a parlé de son chèque, j'ai dit, ça y est, arnaque. Bon, je verrai, je lui ai dit. Et bon, non. Et donc, j'ai raccroché. Enfin, j'ai arrêté d'envoyer ces messages, parce que tout ça, c'était par message. Hein. Et mon mari me dit, eh ben, qu'est-ce que tu risques, 60 balles? Il dit, mais quand même. Et il dit, mais vas-y quand même. Il dit, si tu veux, j'écouterai avec toi. Je dis, non, je préfère être seule. Et j'ai envoyé mon fameux chèque de 60 balles. Et donc, ce jour-là, c'était un jeudi à 10h. Et d'ailleurs, connaissant Marie-Laure, maintenant, je me dis que c'était même un miracle parce qu'elle était pas à l'heure. Elle était à l'heure. Elle était pas en retard. Bon, bref, à 10h pétant, si elle m'entend, elle va rire. À 10h pétant, elle m'appelle. Alors, j'étais dans un état, je vous jure, j'avais peur. Et puis, je me disais, je n'osais pas me dire, il va être là. Et en même temps, et si c'était pas vrai? Voilà. J'étais partagée entre les deux. Et elle me dit, tu sais, ton fils est là. Alors moi, je vous fais la voix off qui était dans ma tête. Ton fils est là, mais oui, c'est ça. Et donc, il est à côté de toi. Il est habillé en jean. Et il a une chemise blanche. C'est une chemise à carreaux. Enfin, une chemise blanche avec un col à carreaux. C'est comme son parfum, il dit. Alors, je vous jure que si j'avais pas été assise, je me serais assise. Ouais. Et elle rajoute, il a pas de chaussures. Parce que je me suis effondrée en larmes, mais je crois que c'était plutôt de la joie, vous voyez. C'était parce que je savais que c'était lui. Ouais. Parce que, donc, le mariage de son frère étant prévu 5 semaines après sa mort, il avait déjà acheté son ensemble, on va dire. Il avait donc prévu de se mettre en jean pour être tranquille, de mettre une chemise blanche avec un col, je sais pas si on peut dire les marques, mais c'était comme son parfum. Donc, vous savez, les petits carreaux sur les cols. Et donc, elle était blanche avec le col à carreaux. Et le jour des obsèques, enfin, avant les obsèques, les pompes funèbres m'avaient demandé d'amener ses affaires. J'ai donc amené cette chemise. J'ai amené le jean, j'ai amené des chaussettes, j'ai amené ses chaussures. Et le monsieur des pompes funèbres m'a dit, on ne pourra pas lui mettre ses chaussures, il a les pieds cassés. Je suis donc repartie avec les chaussures sans jamais en parler à personne. D'accord. Ça, vous l'aviez jamais évoqué, jamais dit à personne. Même pas à mon mari, d'ailleurs. Je voulais pas leur faire mal. Parce que moi, ça m'avait fait mal de savoir qu'il avait les pieds cassés. Et je me suis dit, c'est pas la peine que je rajoute du mal aux gens. Ils ont déjà assez mal comme ça, à ceux qui sont autour de moi. Donc, j'avais jamais parlé de ses chaussures. Et quand elle m'a dit, il a pas de chaussures, je me suis dit, ah bah ouais. Donc, déjà, la chemise. Il y avait pas 50 000 chemises comme ça. Qu'il soit en jean, une chemise bien habillée avec un jean. Et puis qu'en plus il n'ait pas de chaussures. Oui, c'est et donc troublant, plus que troublant. Elle m'a dit qu'il s'en fiche. Donc, elle a cru que j'étais en pleurs parce qu'il n'avait pas de chaussures, vous voyez. Parce que comme c'est une maman aussi. Elle me dit, mais tu sais, il s'en fout de ses chaussures. C'était juste pour voir que c'est bien lui. J'ai dit, mais je sais que c'est lui. Et là, à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était vrai. Mais puis on peut pas m'inventer un truc comme ça. C'est pas possible. Vous savez, je reparlais de Ghost tout à l'heure, mais quand il lui dit quel sous-vêtement elle a, voilà, moi j'avais besoin d'un truc comme ça. Il pouvait pas me dire il t'aime, il est fier de toi et tout, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, mais je le sais. Alors que ça prouvait que c'était bien lui qui me parlait. Oui, là, il vous a donné une information à travers cette médium qui n'était connue de personne, mis à part de vous. Que de moi, ouais. Mais vraiment que de moi. Même à mon fils, mon grand, avec qui je suis très proche, je lui en ai pas parlé pour pas lui faire mal. Parce que je savais que le fait de lui dire qu'il avait les pieds cassés, ça lui aurait fait mal. Donc, je voulais pas. C'était une information, peut-être moi aussi, j'avais voulu sortir de ma tête parce que ça m'avait fait mal aussi. Et quand elle vous donne ces informations-là, quand elle vous donne donc le message de votre fils, à ce moment-là, quand vous prenez conscience que ce qu'elle vous dit a du sens et vraiment une preuve du message que votre fils vous fait passer, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être... je suis rassurée. Ouais. Je sais aussi que j'ai juste envie de lui demander pardon, mais pas pardon pour des choses comme d'autres mamans diraient, pour des choses que je t'ai pas dites, que j'ai pas, non, parce que j'y avais toujours tout dit ce que je pensais, donc il avait rien à savoir. Juste pardon de pas l'avoir cru. Oui.
voyez, d'avoir douté de ce qu'il disait. Je me suis même dit, si ça se trouve, lui, il avait aussi des capacités que moi j'ai bloquées après, hein, pas ce jour-là. Hein. Mais le jour j'avais qu'une envie, c'était de savoir tout et comment ça s'était passé l'accident, et s'il avait eu peur, et s'il avait eu mal. Donc moi, je posais des questions après, mais c'était comme si j'avais eu un rendez-vous téléphonique avec mon gamin, vous voyez. Ouais. Et bizarrement, c'était que 2 semaines avant, j'avais rêvé moi-même d'un truc. 2 semaines avant cette consultation, ça je l'ai pas marqué dans le livre, vous avez la primauté du truc. C'est que 2 semaines avant, j'avais rêvé que j'avais essayé de l'appeler sur son téléphone portable et que vous savez, je sais pas si ça vous avez déjà fait, qu'on se trompe de numéro, que ça marche pas. Oui. Et que j'arrive pas à faire le numéro, je sais pas, je suis obligée de recommencer 15 fois, j'y arrive pas. Et puis quand j'y arrive, je tombe sur quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Et je me réveille mal, et puis je me rendors. Et là, dans mon deuxième rêve, mon téléphone sonne, toujours dans le rêve. Hein. Je décroche et c'est Sébastien, et il me dit, maman, c'est pas toi qui pourras m'appeler maintenant, c'est moi qui pourra te parler. D'accord. Et alors là, je me suis réveillée, puisque aussi je me suis pas recouchée. Mais j'avais pas compris que c'était ça, vous voyez, et j'avais envie de lui dire, mais c'est vrai alors, moi je pourrais pas, je peux lui parler, je suis sûre que là il m'écoute, il m'entend, mais je peux pas lui faire une conversation. Or là, avec Marie-Laure, j'avais la possibilité de lui poser des questions. Parce que j'avais quand même des choses qui me chagrinaient. Comment est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a eu mal? Voilà, des choses de maman, quoi. Oui, là, la médium, en fait, faisait vraiment le lien entre vous et lui. Elle faisait, elle avait sa voix à elle, hein. Il y avait pas de problème. Elle avait bizarrement des fois des intonations. Par exemple, là, donc il s'est fait reconnaître. Et le premier message qu'il m'a dit, c'est: il faut laver mon honneur, maman. Ça s'est pas passé comme ils disent. Or, j'avais pas encore le rapport d'accident, donc je savais pas ce qu'il disait. Et il m'a dit, je suis pas un nanar, je sais conduire. Et je suis pas un nanar, c'était vraiment sa façon de parler. Et quand elle m'a dit ça, mais je me suis dit peut-être que c'est une expression du Sud-Ouest aussi, je sais pas comme elle est de Bordeaux. Et je me suis dit mais non. Et moi j'attendais, alors pareil, si ça peut aider certains qui vous écoutent. J'attendais, je m'étais dit, s'il me parle, il avait une phrase fétiche qu'il disait tout le temps. Enfin, vous savez, le genre de phrase qu'on dit tout le temps. Et j'attendais celle-là. Et elle n'est jamais venue, celle-là, par contre. D'accord. Et il faut pas attendre. Je pense qu'il faut pas attendre. Il faut laisser venir et rien demander. Et moi, j'avais pas demandé qu'on me dise comment il était habillé, et surtout pas qui avait tort dans l'accident. Moi, je voulais savoir s'il avait souffert. Je voulais pas savoir s'il avait tort. Vous voyez, moi j'étais persuadée qu'il était responsable de son accident, puisque c'était les gendarmes qui me l'avaient dit. Oui. Mais c'était écrit, il m'avait dit, il y a plein de témoins qui vont dans ce sens, etc. Donc moi j'avais cru, c'est un gendarme, il doit dire la vérité. Donc j'ai pas pensé qu'à un moment donné ils avaient pu déformer un peu la vérité, enfin beaucoup même la vérité. Alors tout à l'heure justement on disait que Sébastien ne supportait pas l'injustice, et donc ce message qu'il vous a adressé au travers de cette médium, donc je suis pas un nanar, il faut laver mon honneur, c'est typiquement le genre d'expression qu'il pouvait avoir dans la vie de tous les jours. Et il a rajouté, parce que lui c'était aussi beaucoup sur la valeur des choses, et il avait dit quand même ma vie elle valait pas grand chose, parce qu'en fait comme il a été il est mort en moto, mais sur son accident de travail, enfin c'était un accident de trajet on va dire, mais en fait quand on a réglé les obsèques il restait plus rien quoi, et pour lui c'était embêtant qu'il nous laisse rien. Et enfin, c'est ce qu'il a voulu dire. J'en suis sûre que c'est ça. Il a voulu se dire, lui qui était économe, il était toujours en train de faire des petites économies et tout. Voilà, on a réglé. Ça nous a bien aidé. On a réglé les obsèques. J'ai acheté la plus belle tombe qui soit. Enfin, voilà, parce que c'était ses sous. Pour moi, il n'était pas question que je profite de ses sous. Mais je pense ça l'a embêté ça, parce qu'il aurait été déclaré. Quelqu'un aurait été responsable. Il y aurait eu certainement d'autres indemnités qu'on n'a pas eues parce que lui il n'était pas. Mais qu'il n'était pas, il était déclaré responsable. Mais ça, je l'ai su qu'après. Mais là, c'est vrai qu'il a parlé de valeur et il a dit ma vie, ça valait quand même pas grand chose.
Mais il parlait valeur, parce que quand il a dit ça, moi je dis bah, qu'est-ce qu'il veut dire, et elle m'a dit bah, je pense qu'il parle d'argent. Oui. Donc voilà. Alors, mais c'est vrai que quelquefois elle m'expliquait aussi que elle a pas des grandes phrases, elle a des mots et ou des flashs. Enfin c'est pas, en fait elle entend pas avec son ouïe, elle entend à l'intérieur. C'est comme de la transmission de pensée. Donc elle dit un même mot, ça peut vouloir dire plein de choses. Et mais elle dit, je pense qu'il parle plutôt de valeur argent. D'accord. Quand il dit ça n'a pas valu grand chose. Alors, juste après, quand vous faites cette expérience-là avec cette médium, vous rentrez chez vous. Comment ça se passe avec votre entourage? Vous en parlez de suite ou j'étais chez moi puisque c'était par téléphone. Ouais. Donc moi j'étais montée dans ma chambre. Mon mari, lui, était resté dans la salle à manger parce que j'avais pas voulu qu'il écoute. Ouais. et oui, j'ai noté, j'avais écrit tout ce qu'elle m'avait dit. Et j'ai tout de suite dit à mon mari. Puis après, j'ai appelé mon grand et je lui ai dit aussi. Et Nicolas, bizarrement, lui, il était encore très réticent parce qu'il disait, si ça peut lui faire du bien, c'est bien. Parce que alors moi, j'étais euphorique. Forcément, j'avais eu mon gamin au téléphone. Dans ma tête, c'était ça, quoi. Et puis, il allait bien. Et puis, voilà. Donc, moi, j'étais vraiment ça. Elle m'a sauvée ce jour-là. Marie-Laure, elle s'en est pas rendue compte tout de suite, mais elle m'a sauvée. Et ça a été pour moi une révélation. C'était vrai. Et puis, il m'avait préparé. Puis, de toute façon, déjà, c'est lui rendre hommage que d'y croire. Parce qu'il y croyait tellement. Que moi, maintenant, il devait bien se marrer que je sois en train d'appeler une médium, quoi. Parce qu'il devait se dire, ça y est, tu vois, t'en es venu quand même. Mais c'est vrai que avec mon entourage, non, ça s'est bien passé. Moi, j'avais pas du tout de mal avec ça. Et j'imagine que votre perception de la vie a totalement changé après cet appel-là, puisque quand on vous donne ce genre d'informations aussi précises, j'imagine que c'est quand même un électrochoc. C'est-à-dire que, comme ce qu'il m'a dit, c'était qu'il fallait laver son honneur. Il a déboîté le mec, il a dit plusieurs fois. Et que moi, on me disait que ce chauffeur routier qui a causé la mort de Sébastien, il était donc dans son camion qui roulait devant lui, que Sébastien aurait doublé à très vive allure des voitures, des camions derrière lui, et qui se serait rabattu, et que donc, en moto, et que ce chauffeur routier aurait été obligé de freiner parce qu'il y avait un tracteur agricole devant lui, et mon gamin aurait tapé dedans comme un con. Voilà ce qu'on m'avait dit. Donc, ils n'ont pas dit comme un con, mais moi je l'avais traduit comme ça, c'était il a raté son coup. Bon. Et donc le fait je suis pas un nanar, c'était ça. Déjà, il faisait de la moto depuis assez longtemps, puis de l'enduro depuis qu'il est petit, donc pour maîtriser à peu près. Il était expérimenté. Ouais, une erreur de conduite, c'est pas exclu. Sauf que moi, je m'étais dit, l'autre, il a dû piler devant et il a rien pu faire. Il était peut-être un peu trop près. Voilà. J'avais accepté cette erreur de conduite de Seb, de manque de distance de sécurité. Ça, je l'avais bien accepté. Mais là où c'était compliqué, c'était que maintenant, il me disait qu'il avait déboîté. Oui. Et alors, ça veut dire qu'il n'était pas à sa place, le camion. Donc, il n'était pas à sa droite. Donc, il fallait que je refasse l'enquête. Et quand j'en ai parlé aux gendarmes, j'allais dire quoi? J'allais dire, vous savez quoi? Je viens d'avoir mon fils de l'au-delà. Il m'a dit que ça s'est pas passé comme ça. Ouais, c'était compliqué. Il allait me prendre pour une folle. Donc, je me suis dit, je vais faire toute seule. Et j'ai refait l'enquête. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment permis de me relever. Parce que de la fille qui pleurait tout le temps, je suis redevenue la battante d'avant. Et ma belle-fille, donc la fille à mon mari, elle me dit des trucs, des fois elle m'envoie des messages, elle me dit, tu sais, toi, t'es celle qui trouve toujours des solutions à tous les problèmes. Et en fait, là, la solution, il fallait que je la trouve pour Sébastien. Il fallait que je lave son honneur, il fallait que je dise. Et ce fait de faire une enquête, j'ai refait ma propre enquête, j'ai fait un appel à témoins, j'ai eu d'ailleurs des réponses. J'ai été faire des photos, je suis allée faire des photos, j'ai appelé le médecin urgentiste qui était intervenu sur les lieux d'accident pour savoir, pour voir où il était. J'ai fait tout. Et ça m'a aidé. Vous voyez, le fait d'avoir un but. Oui. De me dire, voilà, maintenant, mon rôle, j'y ai donné la vie. Maintenant, il faut que j'explique sa mort, quoi. Et puis, vous rétablissez, d'une certaine façon, son honneur aussi. C'est ça, ouais, j'avais besoin de ça.
Et pour les personnes qui vont lire le livre, parce que on va pas donner tous les détails, mais dans le livre, on s'aperçoit que, en fait, tout le long du livre, vous subissez quand même pas mal d'injustices. Ah oui, bah oui. Vraiment. Donc, moi, la question que je me pose, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la justice de manière générale? Eh ben, ça c'est le début de mon deuxième livre. Ah. Je suis en avance alors. Ah oui, c'est bien. Non mais, en fait, c'est ce que j'explique dans le deuxième que je suis en train d'écrire, c'est que je pense que la justice, les magistrats, ils ne connaissaient pas Sébastien. Alors, quand on fait un métier, quel qu'il soit, je pense que même si on n'a pas envie de le faire, on fait quelques a priori. Et Sébastien, il rentrait pile poil dans la case des gens à risque. C'était un jeune motard au guidon d'une sportive. Alors, sa moto, donc du coup, comme c'était une sportive, elle devait certainement rouler vite. Et comme les gendarmes, ils ont par contre, eux, maintenant, depuis, je travaille avec des gendarmes. Et je leur ai expliqué, bien sûr, je leur ai déjà donné le livre. Et puis, je leur ai expliqué comment je ressentais l'enquête. Et j'ai dû en parler à une quinzaine depuis. Et les 15, à l'unanimité, m'ont dit, mais qui c'est qui a fait l'enquête? Mais c'est n'importe quoi. Parce que forcément, ça a été une enquête à charge dès le départ. Le jour de l'accident, le gendarme, quand il m'a appelé moi, après avoir appelé ma belle-fille, elle lui a donné mon numéro, il m'a appelé. Et il m'a dit, vous savez, votre fils, il roulait très fort, il y a plein de témoins qui vous l'ont dit. Et il a fait une erreur, il l'a payé cash. On annonce la mort d'un môme et on lui dit ça. Alors moi, j'ai pas réagi parce que je n'avais pas de force. Mais maintenant, je me dis, mais si j'avais cette force-là, je leur ai dit, mais t'es qui toi pour me causer comme ça? Je serais partie en live parce que c'est pas possible. Pour les personnes qui nous écoutent, imaginez-vous dans ce genre de situation, vous sort ça, c'est d'une violence mais inouïe, quoi. Et moi j'avais moi j'avais un a priori contre les gendarmes parce que les deux là qui ont mené l'enquête, c'était du ni fait ni à faire. Donc ça, j'explique comment ils ont fait l'enquête aussi. Bon, franchement, j'aurais pu faire pareil en n'ayant pas eu de formation. Mais celle qui m'a annoncé la mort de mon gamin, qui est venue sur place ici, parce que là j'avais eu quelqu'un au téléphone, mais il fallait que quelqu'un vienne ici. Donc cette gendarmette qui est venue ici, je lui ai ouvert la porte, certainement que j'étais moche parce que je devais être en pleurs et tout. Et elle m'a regardée puis elle m'a dit, ah bah, je vois qu'on vient pour rien, vous savez déjà. Oh là là. Mais elle m'aurait presque engueulée. Et donc moi j'ai rien répondu parce que je vous jure maintenant vous avez peut-être pu vous en rendre compte, j'ai quand même un caractère, je me laisse pas normalement embêter, sauf que là j'avais pas de force, moi j'étais déjà par terre, on avait facile de me mettre un coup de pied. Bien sûr, vous étiez anéanti, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que anesthésiée par la douleur, je savais plus quoi dire, je pleurais, c'est tout ce que je savais faire, je pleurais, c'est tout. Et elle m'a dit, votre fils est rentré de plein fouet il a doublé un camion. Et il est rentré de plein fouet dans une voiture qui arrivait en face. Alors j'ai juste eu la présence d'esprit de lui dire, ils m'ont pas dit ça, les gendarmes en Seine-et-Marne, parce que c'est arrivé en Seine-et-Marne. Et elle me dit, oui, peu importe, le principal c'est qu'il est mort. Et voilà. C'est tout. Alors je suis rentrée, je n'ai pas dit ni au revoir ni merde, je suis rentrée. J'ai dit à mon mari, bon, ce coup-ci on peut aller le voir, Nico, parce que finalement on n'était toujours pas allé voir Nico. Et qu'il était 20h et que moi j'avais toujours cette idée obsessionnelle d'aller voir mon gamin. Mais c'était horrible quand même de la façon dont ça a été fait. Et elle s'est pas arrêtée là, ça je le répète, je le dis aussi dans le livre. Mais à chaque fois que j'ai eu affaire ou à elle ou aux deux gendarmes qui ont mené l'enquête, c'était presque, on était des coupables. Je me suis demandé même si à un moment donné ils n'allaient pas faire une autopsie sur mon fils tellement ils me l'ont gardé longtemps. On a pu faire les obsèques qu'une semaine après son accident. Parce qu'à chaque fois, il y avait d'autres examens complémentaires, on me disait. Alors que le Roumain qui avait provoqué la mort de mon gamin était reparti le soir même sur la route. Et ça, maintenant, avec la colère qui m'a animée plus tard, j'ai réussi à leur dire tout ça aux gendarmes qui avaient mené l'enquête. Sauf que là, ces moments-là, moi, j'avais pas. J'avais plus de ressources. J'avais plus rien. J'avais plus de force. Ces personnes-là, comme cette femme gendarme et d'autres personnes donc qui ont quand même manqué cruellement d'humanité à ce moment-là. Vous en parlez dans le livre, mais il y a aussi des personnes qui vous ont soutenu. Il y a aussi des personnes qui vous ont soutenu. Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr.
j'ai eu ma famille, bien sûr. J'ai eu mes amis proches. J'ai eu ceux qui avaient eu la force de rester parce que il y a des gens qui ont été très proches mais qui n'ont pas pu. Alors ça, j'ai eu du mal à comprendre et maintenant je comprends. Quelquefois, la mort d'un enfant, ça peut faire peur à certains. C'est-à-dire que ça peut dire, ceux qui ont des enfants et qui étaient autour de moi, ils ont pu se dire à un moment donné, mince, ça peut m'arriver à moi. Alors que quand on parle de la mort d'un enfant, ça arrive toujours chez les autres. Sauf que là, moi, j'étais proche d'eux. Alors, il y en a certains qui ont un peu coupé les ponts parce que, ils avaient trop de mal. Et puis, c'est surtout qu'ils se sentaient tellement impuissants. Ils pouvaient rien faire. Donc, quand on peut rien faire, on fait rien. Et quand on fait rien, on se sent inutile, donc on vient pas. Et il y avait ceux qui arrivaient à trouver les mots justes, des mots qui, comme d'habitude, en fait, de m'emmener faire un magasin, d'aller à la piscine avec moi, des choses toutes bêtes, mais moi ça me prouvait que ils étaient toujours avec moi. On parlait pas toujours que de Sébastien, mais on en parlait, oui, quand même. Ça peut-être ça. Il y a certains qui ont, comme je dis maintenant, souvent je le dis, qui ont les bagages pour soutenir quelqu'un, et puis il y en a qui les ont pas. Oui. Mais j'en veux à personne. Hein. Le pire, c'est que j'en veux même pas au mec qui a tué mon gamin. Je suis convaincue que c'était écrit, que ce jour-là, il devait mourir. Et je sais aussi que ce monsieur-là, le Roumain, il a menti. Il a fait une erreur de conduite. Alors ça, je voudrais bien connaître quelqu'un qui me dit j'ai jamais fait d'erreur de conduite, parce que ça n'existe pas. Mais lui, il a fait une erreur de conduite. Donc, il a tué mon gamin. Et après, il a essayé de se dépêtrer de son truc avec un mensonge. Mais qu'est-ce qui me dit que moi, que ce monsieur-là, s'il perdait son boulot, ça se trouve, il perdait ses gamins. On ne sait pas sa vie. Vous voyez, je ne sais pas sa vie. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai réussi à avoir tellement de recul maintenant que je n'en veux à personne. Je suis un petit peu aigrie qu'il m'ait obligée à faire toute cette démarche pour trouver la vérité. Oui. Après, je me dis, finalement, ça m'a aidée parce que si j'avais pas dû me battre, peut-être que j'en serais pas là. À partir du moment où vous avez repris l'enquête, vous avez mené vous-même les investigations, ça vous a pris combien de temps pour arriver à y voir plus clair? Ça m'a pris... En fait, après l'appel de Marie-Laure, j'ai commencé à douter un peu. J'ai pas fait mon appel à témoins tout de suite. J'ai attendu le mois de février, donc là, ça faisait 7 mois, du coup, qu'il était mort, parce qu'on a reçu le PV d'accident. Ouais. Et quand j'ai reçu le PV d'accident, là, on a surligné tout ce qui allait pas. C'était tout jaune, hein, le PV, le rapport d'accident était tout jaune. Et j'avais tellement de trucs à démontrer que là, je me suis dit, c'est pas vrai. Il faut démonter une à une toutes les pages, voyez. Et c'est là que j'ai commencé à le faire. Après, je suis allée voir un avocat. J'ai déjà été beaucoup aidée par son assurance, qui m'a fait avoir un avocat, mais surtout la petite conseillère d'assurance. C'était une grande assurance de Montpellier, qui est spécialisée dans les motards. Et elle a été géniale. Et elle parlait de Sébastien en disant, mais Sébastien, il a ceci, mais Sébastien, il a cela. Et elle ne parlait pas du numéro truc comme les autres avaient pu me dire, vous voyez. Ouais. C'était un gamin pour elle. Et elle disait, quand elle parlait de lui, d'ailleurs, elle disait le gamin. Et ça me faisait plaisir parce que je me disais, elle doit être maman. Ouais. Et elle se battait pour lui. Elle avait récupéré... Donc moi, j'avais fait un appel à témoins. Je l'ai fait au mois de mars, je pense. Le témoin a tout de suite il m'a parlé au téléphone, il m'a dit qu'effectivement le camion avait déboîté devant Sébastien, que Sébastien avait essayé de l'éviter par la droite et qu'il était tombé en plein milieu de la route et qu'après le mec il est descendu de son camion, vous voyez, comme dans le rêve. Il a regardé, il a vu que Sébastien était mort, sauf que ce qu'il n'a pas fait Sébastien dans son rêve et que là le mec a fait, c'est qu'il a redémarré son camion, il a remis son camion bien à droite et il a tiré Sébastien par les pieds pour le remettre dans l'herbe. D'accord. Voilà, donc ça oui, je l'ai le témoignage, mais je l'ai verbal. Et le mec, je lui dis, vous pouvez témoigner par écrit. Ah non, moi j'aime pas les gendarmes. Oh non, je suis dit au secours. Et là, il a fallu que je me batte un mois, essayer de l'appeler en l'implorant, le mec. Mais faut témoigner, j'ai que vous. Et c'est cette dame des assurances qui l'a appelé et elle lui a fait croire que c'était obligatoire, quoi. Elle lui a dit, écoutez, sinon...
vous risquez gros parce que si la maman portait plainte, c'était pas vrai, j'avais aucune idée de porter plainte contre lui, mais en fait, elle dit aller au bluff et il a témoigné, donc il a été entendu par peut-être 2 mois après encore par le procureur de Melun. Et il a écrit donc il a été entendu par les gendarmes de sa région, c'est de l'Aube, mais c'était demandé par le procureur de Melun parce que l'assurance avait demandé. Et donc on a eu toutes les pièces au dossier, je les ai rajoutées pour qu'on passe en tribunal en mois d'octobre, je crois 1 an et demi après. Donc mon enquête, elle a duré presque 1 an. D'accord. Et pendant cette année-là, est-ce que vous avez continué à recevoir des messages ou des clins d'œil de Sébastien? Ah oui, puis alors là, pour le coup, après l'appel de Marie-Laure, j'y faisais beaucoup plus attention. Enfin, du moins, je les voyais comme avant, sauf que maintenant, j'y croyais. Oui. Et donc, c'était impressionnant quand même tout ce qu'il m'a fait. C'était des choses... je pouvais pas les louper. Je me souviens qu'un jour, il m'avait dit... oh bah tu sais, quand je lui disais que j'y croyais pas, il m'avait dit bah tu sais quand je serai mort, je te ferai tellement de signes, tu seras bien obligé d'y croire. Et ben là je me disais mais ça c'est vrai. Et le plus bluffant, alors il y en a plein, mais les plus bluffants c'était quand il faisait intervenir des médiums pour me répondre à mes questions que je venais de poser. Par exemple, je posais une question là, et hop, j'avais un message d'un médium qui répondait à ma question. Oh là là là. C'est incroyable. Et je disais, mais comment tu sais? Bah, je sais pas. Elle disait, souvent c'était par Marie-Laure, parce qu'il y avait vraiment, enfin, je sais pas, déjà peut-être parce que moi, j'y faisais une grande confiance. Et puis, je sais pas, elle l'avait aussi pris en affection, mon gamin, donc, elle savait retranscrire, elle savait bien, comprendre ce qu'il voulait. Mais c'était fou, mais il y avait plein de choses comme ça, quand on était allé en voyage, il y avait des beaux signes. Enfin, il y a eu vraiment des choses, on peut pas lutter, quoi. Et j'ai rencontré des personnes aussi qui m'accompagnaient dans mes croyances nouvelles, on va dire, parce que par exemple, on est allé en voyage, ça c'était un voyage qui était prévu avant qu'il meure, et puis on s'est beaucoup demandé pourquoi on irait, pourquoi on n'irait pas. Et on y allait, c'était Noël 2012, donc ça faisait 5 mois, j'avais pas le rapport d'accident, j'étais pas encore partie dans l'enquête, j'avais juste eu le contact avec Marie-Laure déjà, donc j'étais plus ouverte déjà. Et on est allé à Cuba. Et quand on est arrivé à Cuba, il y a comment on va dire, une relation avec les défunts chez les Cubains qui est complètement à l'opposé d'ici. Et eux, ils vivent avec leurs défunts en permanence. Donc, par exemple, ils allaient ouvrir une bouteille de rhum, hop, ils en mettaient un petit peu par terre pour leurs défunts. Il y avait des colibris. Oh bah tiens, c'est un défunt qui vient nous faire un bisou. Et ces gens-là, je les ai rencontrés au bon moment. Je me suis beaucoup demandé si je devais faire ce voyage. Et finalement, quand je suis revenue, c'est pareil. J'ai été ressourcée. Donc, à chaque fois, je savais que tout ce que je vivais, c'était pour me pousser à aller de l'avant, tout le temps. J'avais vraiment conscience qu'il essayait de me faire rencontrer les bonnes personnes, que il me guidait, que quand je me gourais, il faisait toujours en sorte que j'arrive pas à faire des choses pour lesquelles j'ai. Par exemple, ça je le raconte dans mon 2e bouquin, mais j'ai eu plein il m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est-à-dire que des moments où je devais partir, par exemple, je trouvais pas mes clés, il y avait toujours quelque chose qui me retardait, ou le chien qui me sautait dessus, alors j'étais toute seule, il fallait que je rentre, il fallait que je me rechange, et comme si on m'empêchait de partir. Et ce jour-là, j'avais été en retard d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas rien quand même, quand on a prévu de partir à 7h et que finalement on part à 7h30. Et là, quand je suis arrivée à une demi-heure de route d'ici, il y avait un grave accident, et j'ai appris que c'était une dame qui s'était endormie, qui avait traversé les 2 voies et qui était venue s'échouer en face. Donc, elle m'aurait tapé dedans. J'en suis sûre que c'était pour moi. Parce que je me suis dit, pourquoi ce jour-là, j'ai été retardée? Pourquoi on m'a empêché de partir? Alors, je pense que c'est Seb, mais souvent, les médiums m'ont dit ça. Et ils m'ont dit, il te protège. Vous pensez que votre fils, il est d'une certaine façon à vos côtés, il vous aide quand même clairement dans un processus d'évolution? Quand vous, ah oui. Dans votre processus d'évolution, votre fils a grandement contribué à plein de choses. Je pense que
après, maintenant, là, je vais parler un peu plus spirituel du chose. Ça, c'est un truc. Alors, pareil, s'il m'entend, il doit se marrer. Enfin, bon, il a vu l'évolution. Donc, mais je pense que tout ce qu'on vit, c'est fait pour nous faire grandir. Et y compris la mort de Sébastien. C'est-à-dire que ça a été, je sais pas, alors, moi, on m'a dit, c'est-à-dire les médiums m'ont dit, que souvent, avant d'arriver sur Terre, on choisissait notre chemin de vie, on choisissait ce qu'on allait vivre. Je me suis dit, il fallait quand même que je sois un peu dérangée pour choisir de perdre mon môme. Mais je pense que quelque part, il y a du vrai. C'est-à-dire que depuis la mort de Sébastien, je suis devenue quelqu'un d'autre. La Nathalie d'avant, il est resté la battante, il est resté la fille quand même honnête et droite. Mais je suis meilleure, on va dire, parce que j'aurais eu tendance à me foutre un peu en colère pour rien, je sais pas, à me mettre, à m'énerver pour des. Et maintenant, je suis plus calme. C'est-à-dire que j'analyse beaucoup. Quand il se passe quelque chose, je vais pas en vouloir à quelqu'un qui m'a fait entre guillemets une crasse, mais parce que peut-être que c'était pas volontaire, parce que peut-être que c'est pas comme ça qu'il l'a ressenti, parce que vous voyez, je trouve toujours des excuses à tout le monde. J'arrive pas à en vouloir à quelqu'un. Et je suis devenue meilleure dans ce sens-là. Et puis je suis persuadée que Seb il m'aide dans mes choix. C'est-à-dire que quand ça va pas, enfin quand je choisis j'ai changé de boulot juste après sa mort, et je suis partie dans un boulot qui tout de suite m'a pas plu parce que mes collègues étaient très très macho, enfin c'était un monde macho, donc ça n'allait pas du tout. Et je pense que c'était voulu que ce soit avec une équipe aussi cloche que ça, parce que ça, ils voulaient pas que je fasse ce métier-là. Et maintenant, je m'épanouis bien dans ce que je fais, donc je pense que c'est bon. Est-ce que d'une certaine façon, dans cette évolution, vous voulez dire que vous avez quand même d'une certaine façon appris à pardonner ? Ah oui, bah c'est vrai que j'ai jamais été très rancunière, je pense pas, je me souviens pas d'avoir été rancunière. Mais en fait, les gens même ceux que je cite dans le livre qui ont cherché à me nuire, soit volontairement, soit involontairement, eh ben, je sais pas que je leur en veux. Ça sera plus jamais, voilà, c'est cassé. Ça sera plus jamais des gens avec qui je serai en contact, ou que je serai proche. Mais je leur en veux pas dans le sens où j'ai pas besoin de vengeance. Vous voyez ? Oui, bien sûr. En fait, je comprends pas leur façon d'agir à ce moment-là, mais je leur en veux pas et j'ai surtout pas envie de me venger. Je les laisse pour ce qu'ils sont et ils sont sortis de ma vie, bah c'est bien. On a fait un bout de chemin ensemble et puis c'est plus le même chemin. Point. C'est pas du tout. Il y a pas de rancœur. J'ai pas envie puis j'ai pas d'énergie pour ça en fait. Je veux pas être en colère. Je crois que c'est ça qu'il y a eu aussi au début, c'est que j'avais plus d'énergie pour me battre pour des conneries. Je disais toujours. Donc j'avais qu'une chose pour me battre, c'était la vérité sur l'accident l'accident qui a causé la mort à Sébastien. Et le reste, j'avais pas de force. J'avais pas envie et j'avais pas d'énergie, j'avais pas de force. Alors justement, pour les personnes qui nous écoutent, pour connaître la finalité justement de votre enquête, savoir comment ça se termine, ben je vous incite à acheter le livre de Nathalie Mazzotti. Il faut me croire, maman. Voilà, c'est un superbe livre. Encore quelques questions, Nathalie. Je voudrais quand même savoir, suite à tout ce que vous avez vécu, vous avez créé une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une association qui s'appelle Elle et Sébastien. Oui, qui s'appelait parce que j'ai décidé d'arrêter le mois dernier. D'accord. Je sais pas si vous allez être surpris ou pas. En fait, le souci, c'est que j'ai aidé beaucoup, mais énormément de gens et énormément de parents aussi. Et puis, au début, en fait, j'avançais comme eux. Alors, je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je dis, mais j'avançais comme eux, c'est-à-dire que j'avais besoin d'eux pour avancer, puis ils avaient besoin de moi. Et les médiums que je rencontrais me donnaient un message. Sauf qu'après, j'ai été la Nathalie forte. Et donc, c'est celle qui n'a pas besoin de message. Et c'est celle que... Alors, les médiums venaient, puis ils me donnaient plus le message de mon gamin. Et puis moi, j'étais obligée d'être forte parce que les mamans qui venaient de perdre leur gamin, là, il y a 3 mois, 4 mois, elles arrivaient en pleurant vers moi, en me racontant, en me donnant une photo du gamin mort des fois. Mais c'était...
Et moi, elle se rendait pas compte que j'étais la mère d'un gamin aussi qui était parti en 2012, d'accord, mais il était parti. Et puis, si toutes les mamans qui m'écoutent là peuvent se reconnaître, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 1 an ou même 2 jours, c'est pareil. Je veux dire, Sébastien, il est mort et bien sûr, j'ai du recul pour pouvoir, je dis pas accepter, parce que je l'ai pas accepté, je l'ai intégré. C'est-à-dire que Sébastien est mort. Mais bien sûr, j'ai du recul et que j'ai moins de moments de tristesse, d'abattement, et j'en ai encore. Mais là, on peut pas me dire, ça te fait plus rien que Sébastien soit mort. Ben si, j'aimerais tellement que tout ça, ça soit pas arrivé, puis que je sois même un peu la plus gueularde qu'avant, et je m'en fous. Mais il se trouve que ça s'est passé, que je suis obligée de l'intégrer dans mon chemin de vie, que quand Sébastien est mort, j'avais 2 solutions, soit je partais avec lui, soit je restais, que l'enquête pour l'accident, ça m'a forcé à rester, et qu'après, il était trop tard pour partir. Vous voyez, ou peut-être que j'en avais pas envie. Peut-être j'avais pas la force, parce que j'ai beaucoup parlé dans l'association aussi avec des gens, des mamans de suicidés, et je me disais, le suicide, c'est horrible parce que celui qui se suicide, pour moi, avoir été presque à ce niveau-là, c'est qu'il voit pas qu'il y a quelque chose de mieux après. Alors, il y a 2 sortes. Il y a ceux qui arrivent au bout, puis ils disent, ah non, c'est bon, alors, j'ai assez donné, ça va, ça sera mieux ailleurs. Ou, il y a ceux qui font ça sur un coup de tête, un coup de colère, vous voyez. Oui. Et moi, je me disais, mais se suicider, ça doit être horrible pour une maman que son gamin se suicide, parce que moi, déjà, je me disais, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Et alors, une maman, elle doit se dire pareil, elle doit se dire, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas fait, alors qu'elle a rien à se reprocher, mais rien. Moi, je peux leur dire maintenant, pour avoir vu tant de gamins, entendu, je veux dire, les messages de tant de gamins qui ont parlé par médium interposé, ils ont fait ça parce que c'était plus leur vie, ils avaient plus de place dans cette vie-là. Donc le mien, c'était un accident, le leur, c'est un suicide, mais tout ça pour vous dire que l'association, moi, j'avais tellement aussi d'empathie pour les gens que je venais éponge. Et quand on avait fini une conférence, j'en avais une toutes les 6 semaines. J'étais au moins 2-3 semaines à m'en remettre. Je pleurais tout le temps et puis j'avais mal. Et puis moi, j'avais pas eu le message de Sébastien. Et puis donc je me suis dit après, finalement, j'ai fait ma part. J'ai aidé beaucoup de monde. Il y a d'autres associations qui existent. Les gens, c'est pas comme si je les abandonnais. Je les dirige vers une autre assoce. La page de l'assoce existe toujours. Je partage les conférences des autres. J'invite les gens à aller rencontrer tel ou tel médium en qui j'ai très confiance. J'ai tellement confiance que vraiment je m'en porte garante. Mais j'ai plus la force d'aider les autres. Et alors pour le coup là, c'est pas mon habitude, mais sans rien avoir moi. C'est-à-dire que moi j'aurais bien voulu que mon gamin continue de me parler, mais je crois qu'on n'en est plus là. Alors il y a une médium qui m'a dit parce que t'as pas besoin. Et j'ai dit, mais comment ça, j'ai pas besoin? Mais elle me dit, tu le sais quand il est là. Et elle a raison, je sais. Là, je suis en train de vous parler, il est pas là. Je sais quand il est là. Je le sens. Vous le sentez? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Il pourrait me dire, je t'aime, mais je sais. Il pourrait me dire, je suis fière de toi, je le sais. Alors, des fois, toujours pareil, dans mon demi-sommeil, j'arrive à l'entendre. Alors, souvent, je me dis, est-ce que c'est parce que là, je suis toujours mon côté... Attention, je suis toujours terre à terre, hein. Je suis pas devenue complètement adepte de tout ce qui est paranormal. Mais quand j'entends, par exemple, aimant, quand je m'endors, j'ouvre les yeux, puis je me dis, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est vrai? Vous voyez, c'est ça. J'arrive pas à... Oui, parce que je précise que on avait déjà eu une petite discussion avant par téléphone, et c'est vrai que on m'avait clairement expliqué, vous n'êtes pas crédule, c'est-à-dire que vous prenez pas tout pour argent comptant, vous prenez pas tout comme étant un signe, vous savez faire la distinction entre ce que vous ressentez. Et puis je mets en garde aussi, j'ai vu aussi des gens qui étaient tellement passionnés, comment c'est pas passionné, mais qui ont été tellement rassurés par un contact médiumnique qu'elles auraient eu, souvent c'était des mamans, mais il y a aussi des papas, qui en redemandaient, puis qui allaient voir un médium, et puis le médium leur disait un truc, ils allaient voir un autre médium pour confirmer ce que le premier avait dit, puis si c'était pas la même chose, ils allaient voir un troisième médium qui allait voir si l'un ou l'autre, mais comme il y en avait 2 qui avaient dit, et ça, c'était une chaîne sans fin. Et ils dépensaient un fric fou. Alors pour le coup, là, on en revenait
à ce que je doutais moi au départ, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre des sous par faiblesse. Donc là, les médiums, quand on dit, moi souvent, ceux que j'invitais disaient, est-ce que vous avez déjà consulté un médium? Les gens disaient oui ou non. Et si c'était oui, quand? Alors ils disaient, il y a un an. Bon, bah ok. Parce qu'il y a un an, il peut y avoir des petits messages, des trucs qu'on a fait dans notre vie, un petit besoin d'avoir comme notre petit coup de fil, mais pas toutes les semaines, tous les mois, c'est pas possible ça. Non pas qu'on doit leur foutre la paix, comme j'ai entendu, il y en a certains qui disaient, ah bah non, faut pas les déranger. Ça les dérange pas, c'est juste que nous, on n'évolue pas si on reste bloqué là. Tout à fait, tout à fait. Nous, il faut qu'on avance, puisque notre chemin à nous, c'est d'avancer. Moi, tout ce que je fais, c'est avec Sébastien. C'est pas sans Sébastien, c'est avec Sébastien. Donc c'est ce que j'écris dans mon deuxième livre, comment je suis arrivée, moi, à continuer de vivre avec lui, en continuant de vivre aussi avec Nicolas, bien sûr, parce que forcément. Il y a juste une chose que je redoute, et quelque chose qui pourrait me faire tomber maintenant, c'est revivre ça, revivre avec Nicolas, quoi, perdre Nicolas. Et parce que là, je crois que toute cette force que j'ai eue, je sais pas si non, je pense que je lutterai plus. Et pour le coup, là, je pense que là, je pourrais tomber en grave dépression. Mais j'ai jamais été dépressive. J'ai été abattue. J'ai été mal dans ma peau. J'ai été souvent à la limite d'abandonner, mais pas par dépression. C'est parce que j'étais lucide et que j'avais plus mon enfant et que ça me faisait un mal de chien. C'est tout. Au niveau des signes que vous avez reçus, est-ce que d'autres membres de la famille, de votre famille, donc le frère de Sébastien ou le père ou la petite amie de Sébastien, est-ce que ils ont reçu aussi des signes de sa part? Tout. Enfin, quand j'en parlais, alors Sébastien, oui, parce que bien sûr, il en parlait. Enfin, mon grand Nicolas, il était assez sur ses gardes, on va dire. Il était comme moi, il était très réticent au départ. Et puis, il avait surtout peur que ce soit pas vrai. Et donc, pareil, il avait besoin de preuves, il avait besoin de tas de choses. Alors, Sébastien, quand il lui faisait des signes, c'était des bons gros signes, vous voyez, c'était des trucs... Et alors, ou alors, peut-être qu'il osait pas me dire qu'il avait eu un signe, parce que, je sais pas, il le gardait pour lui. Enfin, il a beaucoup Parlé, Sébastien, il a beaucoup passé des messages par mes petites filles, donc par Anaé qui était née quand il est mort, elle avait elle est du mois de mai, donc elle avait 14 mois, et après par Maëlys qui n'a pas connu, et il devait lui dire des choses, parce que la petite, elle était par exemple en train de jouer, puis elle bougonnait, puis elle me regardait, puis elle disait, mais tonton il rigole, alors qu'elle l'a jamais vu. Et donc du coup, moi, ça me troublait, parce que j'étais partagée entre ma célèbre phrase arrête avec ça, et puis ici c'était vrai, et pourtant là je savais que c'était vrai, mais je me disais peut-être qu'elle sait que Sébastien est mort, on en parle, et peut-être qu'elle veut me faire plaisir en faisant croire qu'il est là. Donc j'ai toujours ce côté un petit peu cartésien, beaucoup, trop, sûrement. Sauf qu'il y a des fois, c'est des bons gros signes. C'est des trucs là. Je me suis plus pris dans le deuxième livre à raconter raconter les signes qu'il a donnés aux autres, en fait. À moi, mais aux autres, plus les signes, quoi, en fait. Là, le premier livre, c'est plus la vie de Sébastien, son accident, notre vie après, tout de suite après, tout ce qu'on a vécu comme on va dire, comme obstacle pour arriver à refaire l'enquête, et le prémisse des signes et de l'association. Et puis le deuxième, c'est plus l'association et puis les signes, tous les signes qui nous balancent, Mais il en fait encore, beaucoup moins, mais il en fait encore. Ce deuxième livre, vous en êtes, vous l'avez déjà écrit, ou vous êtes en cours? Ouais. En fait, je note au fur et à mesure les signes, et je les ai notés, et là, du coup, ça me faisait le titre d'un paragraphe, d'un chapitre, on va l'appeler comme ça, même si du coup, ça fait des petits chapitres, ça fait l'anecdote, ça fait 2-3 pages à chaque fois. Et j'avais tout noté, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je notais. Et puis, il m'en revient quand même que j'avais pas noté. Et puis bon, alors donc du coup, je vais bientôt avoir fini de l'écrire, j'ai plus que 3 ou 4 signes à mettre sur le papier. Et puis après, il y a tout le travail de mise en page, le travail de
de justifier un peu le texte, de relire si j'ai pas fait de faute, parce que je le fais en auto-édition, donc c'est assez délicat. Il y a des fautes qui peuvent m'échapper. Bon, je suis sûre que dans le premier livre il y en a, mais après moi j'ai tenu à ce que ce soit de moi. Alors ceux qui s'arrêtent sur les fautes, c'est qu'ils n'ont pas compris. Oui. En fait, j'ai pas fait une faute d'orthographe à chaque mot, mais il peut y avoir eu un S qui traîne ou voilà. Bon, après, il a été fait avec mon cœur, donc forcément, j'ai pas envie de m'attarder non plus à relire seulement pour les fautes. Je veux lire pour le texte, en fait. Donc, je suis en train de le finir. Je pense qu'il sera je pense en juin. Je pense qu'il pourra sortir en juin. En tout cas, Nathalie, j'incite vraiment tous nos auditeurs à lire votre livre, le premier. Il faut me croire, maman. Un superbe livre. Moi, j'ai été vraiment très touché et je vous avoue, je suis un peu ému de faire cette interview parce que c'est une histoire qui m'a touché, ça m'a parlé. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. C'est très gentil. Bien écrit. Voilà. Quand on vous écoute parler, on a l'impression de vous lire. Ceux qui lisent ce livre, après, c'est difficile pour moi d'être objective, mais ceux qui lisent ce livre m'ont tous dit la même chose. C'est que c'est un livre qu'on commence et qu'on finit tout de suite. Totalement. Parce qu'on peut pas s'arrêter au milieu. Et puis il y a aussi ceux qui me connaissent m'ont dit, j'avais pas l'impression de lire un livre, j'avais l'impression que tu me racontais. C'est ça. Parce que c'est vraiment des mots. Enfin, c'est vraiment les mots. J'ai pas mis des subjonctifs et des trucs plus que parfaits. J'ai mis les mots comme si j'étais en train de vous le raconter, comme là je viens de vous parler. Exactement. Parce que c'est important pour moi que les gens puissent s'identifier à moi. Il y a beaucoup de mamans qui vont, j'espère, le lire pour les aider et croire que, enfin, pas croire parce que voilà, mais être persuadé que leur enfant est toujours présent. Oui. Et ça vraiment, si je peux en aider même qu'une, ça sera bien. J'ai pas écrit ce livre pour aider les gens au départ, je l'ai écrit pour rétablir la vérité. Mais je me suis aperçue que il y a même des gens qui m'ont dit que ça les avait sauvés. Ah oui, je bien le crois. Voilà. Ouais. Donc je suis satisfaite parce que c'est pas vraiment moi qui les ai sauvés, c'est Sébastien, mais je suis satisfaite parce que voilà, il a réussi sa vie et il a aussi réussi à aider les autres après sa vie et ça c'est génial. Tout à fait. Et en tout cas, quand on vous écoute, c'est vrai qu'on a l'impression de vous lire. Moi qui ai lu le livre, en fait, je sais que j'ai vraiment l'auteur au téléphone avec moi parce que en fait c'est les mêmes mots et c'est très 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 bien fait. Moi chez moi ça a vraiment provoqué, ça a résonné à l'intérieur de moi et vraiment je vous conseille vivement de lire ce livre. Je vous le rappelle, le titre c'est Il faut me croire maman, Nathalie Mazzotti. Vous retrouverez toutes les informations sur axonradio.com, sur notre page Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous le lisez, en tout cas, ça sera une belle découverte. Ça sera vraiment, je pense, un livre qui vous fera avancer, qui provoquera quelque chose chez vous. Donc vraiment, je vous conseille la lecture de ce livre. Et puis on attend le second, alors, avec impatience, Nathalie. Oui, je vais essayer. Malgré le confinement, vous voyez, là, je m'y mets pas parce que j'ai pas d'inspiration. Bizarrement, je dois être inspirée que quand je cours, en fait. En tout cas, Nathalie, vous êtes et vous serez toujours la bienvenue sur Axon Radio et on sera là pour votre second livre. Oui, j'espère. Ça sera un vrai plaisir de vous lire à nouveau. Et puis pour ceux qui auront lu le livre, qui n'hésitent pas à me faire des retours. Moi, j'ai une page Facebook. Donc, il y a l'association Elle et Sébastien qui est toujours ouverte. Donc, moi, c'est moi qui réponds. Hein. Et il y a aussi Nathalie Mazzotti. J'ai pas mis de pseudo, donc je suis sur Facebook, donc si vous avez, moi, je reçois souvent des gens qui ont acheté le livre et qui m'envoient des messages pour me dire leur ressenti par rapport au livre, et moi, ça me fait du bien. Eh bien voilà, n'hésitez pas à contacter Nathalie pour lui dire ce que vous avez ressenti à la lecture de son livre. En tout cas, c'était un énorme plaisir de vous avoir, Nathalie, sur Axon Radio. Eh ben moi aussi, un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Je vous dis, je vous souhaite que du bonheur pour la suite, en tout cas. Et mille merci, en tout cas. À très bientôt, Nathalie. Merci. Vous êtes toujours sur Axon Radio. Merci, en tout cas, de nous avoir écoutés pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, dans un instant, le meilleur de la musique redémarre sur Axon Radio avec le meilleur des tubes des années 90 et 2000, ainsi que toutes les nouveautés d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Live Zone.
Live Zone.